Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les débats d'APS TV. Nous recevons aujourd'hui deux altermondialistes de la première heure, séjournant à Alger à l'occasion d'une rencontre internationale intitulée Le Sud, quelles alternatives? Mon premier invité est Samir Amin, considéré comme étant le théoricien principal de l'altermondialisme, de l'antimondialisme puis de l'altermondialisme. Mon second invité est François Outard, militant de la cause du tiers-monde. Altermondialiste, c'est l'un des pères de l'autre Davos et du Forum social mondial de Porto Alegre. Merci de nous avoir fait l'amitié de venir sur notre plateau. Merci. Nous allons aborder, si vous permettez, avec mon collègue du service économique, Mehdi Bouchalfa, toutes les questions qui nous intéressent sur le monde arabe et sur le monde en général. Monsieur Amin, la question qui se pose d'actualité, c'est l'Égypte. Pourquoi vous aviez dit que c'était prévisible la chute de Morsi et de son régime? Voilà. D'abord, je voudrais dire que la chute de Moubarak, puis ensuite la chute de Morsi, ont été le produit d'un mouvement de révolte populaire gigantesque. En ce qui concerne Moubarak, c'était pendant des semaines 15 millions quotidiennement ou presque de manifestants au Caire et dans les grandes villes d'Égypte. Pour ce qui concerne Morsi, c'était le double, plus de 30 millions. C'est à l'origine de la chute de Moubarak et de Morsi, il y a donc ces mouvements populaires. Mais bien entendu, des mouvements populaires de cette ampleur, c'est ça leur force. C'est en même temps des mouvements populaires qui rassemblaient des intérêts sociaux différents, voire même divergents et conflictuels, des visions politiques différentes, voire même conflictuelles, et très émiettés. Alors, dans les deux cas, cet émiettement qui était là, et qui est la faiblesse, et qui continue à être la faiblesse du mouvement populaire en Égypte, ont permis au haut commandement de l'armée de capter, je ne dirais pas à son profit nécessairement, mais de capter dans l'immédiat cette victoire populaire, en prenant l'initiative de déposer Moubarak et de déposer ensuite Morsi. Mais en déposant Morsi, le haut commandement de l'armée n'a fait, et c'est ce qu'il a déclaré, et c'est tout à fait correct, n'a fait que prendre parti pour ce que demandait le peuple égyptien. Mais justement, pourquoi vous dites justement correct, puisque en tout état de cause, c'est quelque chose comme un coup d'État? Non, ce n'est pas un coup d'État. Je dirais presque que le haut commandement de l'armée, en l'occurrence Sisi, ont pris cette initiative pour éviter un coup d'État. Parce que vous savez, dans l'armée égyptienne, comme dans toutes les armées, les soldats, ils obéissent aux capitaines. Et les capitaines obéissent aux généraux. Mais si les capitaines n'obéissent plus aux généraux, alors c'est là qu'il y a la possibilité d'un coup d'État. D'ailleurs, Nasser n'était pas un général, il était un capitaine. Et en général, les coups d'État se font de cette manière. Les coups d'État qui ont amené des changements politiques qui ont été ce qu'ils ont été. Bon. Sisi a eu l'intelligence de comprendre que s'il ne prenait pas position avec ce que demandait le peuple égyptien dans son écrasante majorité, c'est-à-dire se débarrasser du gouvernement des frères musulmans et de Morsi, alors il courait le danger d'un véritable coup d'État. Donc comment vous expliquez la réaction un peu de M. El-Baradei? M. El-Baradei fait partie d'un courant, mais un courant parmi beaucoup d'autres. Les manifestants égyptiens ne sont pas des baradristes à 90%. Les gens qui sont favorables à Baradei ne représentaient, je n'en sais rien, peut-être un courant qui représente 5 ou 10 ou 15% de la manifestation, des manifestations. Monsieur Amin, comment expliquez-vous la volonté ou le souhait des Européens et des Américains de voir Morsi revenir? Parce que les frères musulmans sont le meilleur moyen pour détruire la société égyptienne. De la même manière qu'un gouvernement du fils en Algérie aurait été le meilleur moyen pour détruire, pour très longtemps, la société, je ne dis pas seulement l'État, mais la société, et c'est leur objectif. L'objectif des puissances, je les appellerai impérialistes, les États-Unis et les alliés subalternes de l'Europe, et on l'a vu en Irak, on le voit à l'heure actuelle dans la menace à l'égard de la Syrie, et on l'a vu dans leur prise de position avec le fils contre le gouvernement algérien de l'époque, et on le voit également aujourd'hui
leur défense de Moubarak de Morsi soi-disant président élu. Il a été élu dans une fraude gigantesque que tout le monde connaît en Égypte. Monsieur Amine, comment expliquez-vous les mouvements ou les manœuvres des puissances régionales? Je parle notamment de l'Arabie Saoudite qui soutient un camp et le Qatar qui soutient un autre camp, à coups de milliards de dollars. Oui, ça c'est du détail. Parce que ce qu'il y a en commun entre ce que j'appelle maintenant la République démocratique d'Arabie Saoudite et la République démocratique du Qatar, puisque pour les États-Unis et les Européens, ce sont les grands défenseurs de la démocratie partout dans le monde, et notamment dans le monde arabe, ce sont des pays qui ont l'avantage pour leur classe dirigeante de ne pas avoir d'opinion publique. Parce que ce sont des pays constitués, en ce qui concerne le Qatar, 25 000, je ne sais pas s'il faut les appeler citoyens, et 300 000 esclaves importés. Ce sont des pays qui n'ont pas d'opinion publique. Vous êtes dur avec eux, qui n'ont pas. C'est la réalité. Il faut la voir comme elle est et le dire. Ce sont des pays, des classes dirigeantes qui ont l'avantage de ne pas avoir d'opinion publique. Et par conséquent, de pouvoir prendre n'importe quelle position et changer de position du jour au lendemain, selon les convenances à très court terme. Mais est-ce que, si vous voulez, si on prend une image caricaturale, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans si vous voulez, le jeu géopolitique actuel entre la Russie et les États-Unis, l'enjeu de la région moyen-orientale, est-ce qu'on ne pourrait pas classer, par exemple, ces pays-là du Golfe comme étant des succursales, des banques, oui, où on viendrait prendre de l'argent pour alimenter tel conflit non, je ne dirais pas que l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou les Émirats sont des succursales des banques, ce sont des banques elles-mêmes et des banques associées aux autres banques du système mondial financier. Et je voudrais, si vous voulez bien, M. Amine, si on pourrait avoir un peu le point de vue de M. Routa sur ces changements sociaux brusques et intermittents et en permanence qui se déroulent sous nos yeux dans le monde arabe. Mais je crois que, évidemment, les réactions populaires ont été des réactions tout à fait importantes face non seulement à des mouvements comme les Frères musulmans, mais face à une situation économique qui rendait la situation précisément des masses populaires de plus en plus difficile. Je pense qu'on ne peut pas faire une parenthèse avec l'orientation néolibérale pratiquement de toute une série de régimes arabes pour pouvoir précisément comprendre au moins une partie de ces réactions. Je viens d'aller en Syrie, dans une conversation notamment avec le président, il a reconnu que les réactions qui ont eu lieu en 2011 en Syrie étaient légitimes. Vous avez vu le président, comment il pense? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui se fait? Quelle est sa réaction par rapport à ce qui se passe? Est-ce que vous avez pu tester un peu Oui, évidemment, je venais de l'extérieur, c'est la première fois que j'allais en Syrie, alors je ne peux pas évidemment me présenter comme un spécialiste de ce problème. Mais l'impression que j'ai eue, c'est que précisément, en reconnaissant le fait que la réaction populaire a été une réaction sociale en 2011 et en reconnaissant la légitimité de cette réaction, en ayant d'ailleurs pris à cette époque des mesures à la fois pour, je dirais, rendre un peu plus démocratique le système politique et en remettant en route des mesures qui avaient été mises en route d'ailleurs précédemment par le parti Baas. Donc le président a montré qu'il avait une certaine compréhension de cette situation. Actuellement, c'était au mois de juin, donc les choses évoluent tellement vite, tout ça peut changer. L'impression que j'ai eue, c'était qu'il y avait bien deux orientations à l'intérieur du gouvernement, parce que avec la petite délégation à laquelle j'avais participé, qui était une délégation tout à fait de la société civile, qui n'avait aucun pouvoir politique, nous avons eu quand même l'impression de rencontrer à la fois certaines personnes, comme le président du Parlement à cette époque, qui étaient des durs, qui ne voyaient que la solution militaire, et d'autres, par contre, qui étaient plutôt orientés vers une solution politique. L'impression que j'ai eue, c'était que le président était plutôt de la deuxième tendance, c'est-à-dire une ouverture vers une solution politique, même des élections contrôlées internationalement, avec la conviction que de toute façon,
il serait renforcé dans ce processus. Ça, c'est l'impression que j'ai eue. Monsieur Outar, la réaction populaire en Syrie a été un prétexte pour les impérialistes notamment et les grandes puissances occidentales d'avancer leurs pions et de jouer aux échecs. C'est évident. Ce qui nous amène à l'accord américano-russe. Et beaucoup disent que les règles de la guerre, pourquoi il y a une guerre, ou c'est l'eau, ou c'est l'énergie. Beaucoup disent que c'est à cause du gazoduc qui est censé passer du Qatar vers la Turquie pour alimenter l'Europe, pour couper court l'herbe sous le pied aux Russes. Et les Russes n'en veulent pas. C'est tout simple. Mais le problème qui se pose, c'est que les Syriens les malheureux Syriens sont en train de mourir pour un conflit qui n'a même pas lieu d'être. C'est l'horreur absolue, absolument. Ça, c'est certain. Mais ce qui est dérangeant, excusez-moi, ce qui est dérangeant, c'est que la presse n'en parle pas. Oui, peut-être. Oui, j'ajouterais que russe ou pas russe, le gazoduc venant du Qatar et éventuellement d'autres venant d'Arabie Saoudite à travers la Syrie, les pays du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, etc., ont intérêt ou jugent nécessaire de contrôler la Syrie, de l'administrer eux-mêmes, et par conséquent de supprimer l'indépendance, la marge d'indépendance éventuelle de la Syrie. Et d'une pierre deux coups, la menace militaire syrienne sur Israël, vu qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, on parle de bombarder Israël pour... Il faut ajouter cela, oui. Mais je pense que c'est une situation très complexe. On ne peut pas l'expliquer uniquement par un seul facteur. Il y a le facteur international. N'oublions pas d'ailleurs que l'oléoduc qui avait été construit a été bombardé déjà par les Américains, si je ne sais plus si c'est en 1952, enfin peu importe. Donc il y a tous ces intérêts néocoloniaux et intérêts économiques liés au pétrole et au gaz qui est fondamental pour expliquer la situation. Mais on ne peut pas oublier non plus les intérêts de pays comme le Qatar et comme l'Arabie Saoudite et une certaine division du travail pour appuyer l'opposition qui s'est faite, l'Arabie Saoudite finançant surtout les djihadistes, le Qatar surtout les frères musulmans, et l'Occident, l'opposition que l'on appelle démocratique. Bon. Et puis finalement, il y a alors tous les intérêts qui peuvent exister à l'intérieur de la région, je pense de l'Iran, je pense au Hezbollah, je pense à Israël bien entendu. Et puis finalement, quand même, le problème syrien. On ne peut pas tout à fait oublier le problème syrien et les contradictions qui se sont développées à l'intérieur de la société syrienne, qui à la fois aujourd'hui lutte contre l'installation d'un pouvoir islamiste en défendant évidemment le caractère laïque de l'État. Et donc l'opposition qui existe entre un État islamiste et un État laïque, avec des positions intéressantes comme celle du grand mufti qui déclare très très clairement qu'il ne s'agit pas de faire une union entre la religion et l'État, au contraire de garder justement une laïcité de l'État dans son point de vue pour aussi favoriser une meilleure compréhension. J'ajouterais peut-être qu'il s'agisse de l'Égypte, de la Syrie, et je dirais de la Tunisie ou d'autres, à l'origine de la protestation populaire parfaitement légitime dans sa grande ampleur, à l'origine il y a les dévastations sociales engendrées par les politiques néolibérales. Oui, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que les régimes, et ça pourrait s'appliquer à pratiquement tous les pays du monde, pas seulement les pays arabes, ont été contraints ou pour rester au pouvoir, et je dirais cela par exemple en ce qui concerne les héritiers du nasserisme, qui n'avaient plus rien de nassérien à partir de sa date, les héritiers du baassisme en Syrie, probablement qui ont très peu à voir avec le Baas d'origine, se sont ralliés ou ont cru intelligent de se rallier, de se soumettre au néolibéralisme. Ce qui a donné le désastre social. Et par conséquent, une protestation parfaitement légitime. Justement, M. Semir-Amin, comment pouvez-vous nous expliquer, comment on pourrait s'expliquer justement ces changements brusques à un moment donné et dans un endroit donné de la planète? Le changement... Est-ce qu'il y a toujours
disons, cette guerre Non, le changement. entre les États-Unis et la Russie, non, par rapport à certains endroits, aux enjeux géostratégiques pour importants. moi, ça c'est un élément, évidemment. Pour le monde arabe. Oui, mais ce n'est pas l'élément décisif. Parce que la révolte, l'intifada, si on l'appelle ainsi, parce que les Égyptiens l'appellent Saoura, mais peu importe, hein, on ne va pas se disputer sur un mot, était tout à fait prévisible. J'en donne comme une petite preuve, mais une preuve quand même, qu'un film documentaire avait été fait en 2010, avant 2011, avant même que les choses ne démarrent en Tunisie, qui s'appelait Mamnour, hein, c'est interdit, mais nous le faisons. Il est interdit de faire des grèves, mais nous le faisons. Il est interdit aux garçons et aux filles de marcher ensemble dans les rues, mais nous le faisons. Il est interdit, etc., etc. Et ce film documentaire se terminait par Saoura Gaïa, la révolution arrive. Bon, c'était fait avant. C'est-à-dire, c'était tout à fait prévisible. Tout à fait prévisible. Tous les éléments. Tous les ingrédients étaient sociaux, sociétaux. Je peux dire, moi, ce qui m'a plutôt surpris, c'est que ça a mis tant de temps à éclater. Monsieur Amin et Monsieur Outar, au bout de 3 ans de ce qui a été qualifié de printemps arabe, où en est-on et où allons-nous? Non, moi je ne le qualifie pas de printemps arabe. Dans le livre que j'ai publié, d'abord en arabe, Sawrat Misr, et puis aussi également en français, Le monde arabe dans la longue durée, et le sous-titre c'est Automne du capitalisme, printemps des peuples, avec une question, un point d'interrogation. L'appellation printemps arabe a été très rapide. Bon, les journalistes aiment les choses rapides et aiment donner des noms aux événements. Ma vision de ce qui a commencé, c'est nous sommes au début d'une longue vague. Bon, je prends peut-être l'exemple égyptien un peu trop... je prends l'exemple égyptien. Ma lecture de l'histoire égyptienne depuis Muhammad Ali, c'est-à-dire depuis le début du 19e siècle, hein, c'est une suite de longues périodes, de 50 ans, d'un demi-siècle, de montée, de lutte avec des victoires, affirmant, voulant s'inscrire dans la modernisation, le progrès social, etc., etc., de Muhammad Ali au Khedive Ismaïl, jusqu'au milieu du règne de Khedive Ismaïl, 1805-1875, pour mettre une date, puis ensuite 40 ans à partir de l'occupation britannique 1882 jusqu'à la révolution de 1920, 40 ans de régression, de semi-colonisation, puis ensuite une troisième vague de 50 ans, parce que pour moi, la révolution, comme on dit en Égypte, de 1952 n'est qu'un moment. De 1920 à 1970, disons, la mort de Nasser, 50 ans, avec un premier chapitre wafdiste qui occupe les années 20 et 30, un deuxième chapitre nassérien, les années 50 et 60, jusqu'à 1970, de montée. Et puis, ensuite, 40 ans quand même, de 1970 à 2010 ou à 2011, peu importe, de stagnation, de recul. Je crois que nous sommes au début d'une nouvelle vague. Elle va être longue. Je n'attends pas de grandes transformations positives à court terme. Il y aura des avancées, des reculs, des avancées, des reculs. Justement, Monsieur Amin. Vous savez, sur les murs du Caire, il y a une inscription qui a été spontanée, qui est reproduite partout et qui est magnifique. La révolution n'a pas changé le régime, mais elle a changé le peuple. Oui, justement. Il y a un changement entre Moubarak et Morsi. Il y a eu, si vous voulez, il y a une cassure. Et Moualada, l'opposition, a justement enfourché la crise économique en Égypte. Et Morsi a continué la politique néolibérale de Moubarak aggravée, voilà, avec des moyens répressifs aggravés. Et ça a été l'énorme déception, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voté quand même frères musulmans, en dépit de la fraude qu'il a fait triompher. Et les illusions étaient énormes. Ces illusions, elles ont été dissipées dans un temps très court, parce que précisément, la même politique
Donc, justement, monsieur Hamid, quelle sera la prochaine phase sociale, politique et économique en Égypte? Je n'ai pas de boule de cristal pour le dire, mais très certainement, le mouvement dans son ensemble va continuer à réclamer, à lutter pour ces trois objectifs. Ces trois objectifs sont dits très clairement. Un, justice sociale. Le terme est un peu élastique, mais il veut dire une politique économique qui ne soit pas associée à la paupérisation de la majorité, mais dont les classes populaires soient les bénéficiaires. Ça, c'est un. Deux, démocratisation de la société. Pour ceux qui connaissent l'arabe, en Égypte, on dit « makratat al-muqtama ». On ne dit pas « démocratie hein. ». C'est-à-dire, les gens ne sont pas tellement préoccupés, obnubilés par des élections pluripartites rapides, etc. et définitives, mais par la démocratisation de la société. Et ça, c'était les revendications qu'on voyait exprimées très clairement dans ce film documentaire magnifique, antérieur à l'Intifada de 2011, qui disait « Nous voulons la liberté de respirer, la liberté de parler, la liberté de nous réunir, le droit d'entrer en grève, le droit de manifester, etc. » Des droits de toute nature, y compris des droits dans les rapports humains, et y compris entre les hommes et les femmes, y compris dans les familles, y compris sur les lieux de travail, etc. etc. Une société libérée. Une société qui se libère. Et notamment, les jeunes générations aspirent à cela beaucoup plus que les aînés. Ils connaissent le monde actuel et dans toute la confusion qu'il peut y avoir, ils savent qu'à travers le monde, on peut respirer davantage qu'on ne le peut dans la société égyptienne telle qu'elle est construite et gérée. Et puis la troisième revendication, c'est Al-Karam al-Wataniya, c'est-à-dire l'indépendance nationale. L'Égypte est un pays qui n'a pas à obéir aux ordres des Américains, du Golfe et d'Israël. Mais c'est la volonté des impérialistes et des nouvelles puissances émergentes, on en parlait. Et lors de votre allocution d'ouverture dans le colloque ici, qui se déroule à Alger jusqu'à la fin du mois, vous disiez « on a détruit l'Irak ». Oui. Est-ce que ce n'est pas la volonté de détruire tous les pays arabes? Oui. Moi, je crois, malheureusement, que face à la montée des luttes et à la montée... Alors, avec des réussites et des échecs, des réalisations à des degrés divers, la montée des revendications et des peuples, je dirais, des nations, et peut-être même dans certains cas, et juste de certaines mesures, des États du Sud, face à cette montée, ce que j'appelle l'impérialisme collectif de la triade historique, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et le Japon, n'ont pas d'autre moyen pour maintenir leur domination sur le monde que la guerre. Alors, en l'occurrence, pour ce qui concerne notre région, le monde arabe, nous sommes des peuples potentiellement dangereux. On l'a prouvé depuis Muhammad Ali, depuis Nasser, en ce qui concerne l'Égypte. Vous, à la guerre de libération glorieuse du peuple algérien capable de reconquérir son indépendance par une lutte armée efficace, nous sommes des peuples potentiellement dangereux. Alors, il faut nous détruire. Il faut nous détruire et aider à ce que nous nous à l'autodestruction. En l'occurrence, des régimes dits islamiques qui n'ont rien à voir avec la religion, rien à voir. Dans les manifestations récentes en Égypte, il y avait des manifestants avec de très grandes pancartes. Nahnu muslimoun mu'minoun wa lidhalika la naqbal hukm al-ikhwan al-muslimin. Nous sommes des musulmans croyants et pratiquants, et pour cette raison, nous ne voulons pas du gouvernement des frères musulmans. Justement, mais si tu permets, pour aller dans ce sens, à chaque fois qu'on ne peut pas détruire le pays frontalement en l'occupant... Alors on fait comme avec l'Irak, on le bombarde, on le casse, etc. D'accord, ou on crée des conflits à ses frontières, notamment le problème que nous vivons en Algérie. Nous avons 35 000 soldats dans le sud, et c'est pas normal qu'on crée des conflits en Libye, au Mali, et des troubles en Tunisie. On veut créer des troubles un peu partout pour casser l'Algérie, à votre avis? Oui. Oui, je crois que les impérialistes n'ont pas renoncé. L'Algérie est un pays qui pourrait être, même s'il est pacifique et il ne cherche pas noise, il ne cherche noise à personne, pourrait être dangereux et par conséquent, il faut
maintenir une menace de destruction de ce pays. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez soutenu l'intervention française au Mali. Eh bien, vous aussi, l'Algérie, et vous avez eu raison. L'intervention française au Mali a certainement permis le rétablissement ou le renforcement d'un certain néocolonialisme français. Et je l'ai dit et je l'ai écrit. Mais c'est un danger, je dirais, mineur. Entre la peste et le choléra. Entre la peste et le choléra. Parce que l'Azawad, d'une part, et un régime islamiste certain à Bamako, d'autre part, casser le pays et le livrer aux islamistes, à ce genre d'islamistes, ça aurait été détruire le Mali. Et l'Algérie a très bien compris que le projet de la SAWAK, c'était quoi? C'était le projet de créer un grand État, appelons-le saharien si on veut, avec des richesses fabuleuses, le pétrole, y compris le pétrole de l'Algérie, l'uranium, y compris l'uranium du Niger, et d'autres richesses. Alors un très grand pays, une nouvelle Arabie saoudite, livrée à quelques émirs qui seraient devenus multimilliardaires, avec une population totale relativement modeste et clairsemée, donc qu'on peut acheter intégralement, et avoir... ça aurait été pour les impérialistes. Bon, il se trouvait que ce projet-là gênait un petit peu les Français, parce que quand même l'uranium c'est au Niger, et puis il gênait les Algériens à juste titre, parce que c'était finalement revenir au vieux projet français que le FLN avait mis en échec, de casser l'Algérie et de créer un État saharien qui aurait été dans sa dépendance. Tu permets, c'est la raison pour laquelle le gouvernement algérien a fait le très bon choix. Le projet de l'époque de Bush Junior, c'était une vision assez des faucons de son cabinet, c'était une vision du Grand Moyen-Orient et retravailler le Moyen-Orient. Mais il a été repris par le département d'Obama. Oui, oui. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'aller dans ce sens et d'émietter tous les pays à même de s'opposer à leur velléité? À mon avis, ils n'ont jamais renoncé à ce projet. Maintenant, ils sont obligés de le moduler au gré des succès et des échecs. Hein. Quand on me dit ils ont perdu, les Américains ont perdu la guerre d'Irak, si leur objectif était d'avoir un Irak stable, mais à leur dévotion, avec un régime bénéficiant d'un certain degré de légitimité, on peut dire qu'ils ont échoué. Mais à mon avis, le second best qui est tout à fait en leur faveur, c'est d'avoir détruit le pays. Le pays, maintenant, il n'y a pas d'Irak. Il y a quatre morceaux qui sont en guerre civile, si on l'appelle ainsi, permanente. L'Irak sunnite arabe, l'Irak chiite arabe, et deux États kurdes. Bon, alors, c'est pas un échec. La destruction d'un pays, dans cette perspective, n'est pas un échec, oui, malheureusement. Justement, je voudrais revenir à ce que vous venez de dire il y a un instant, que l'Algérie représente un danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus pour qui, comment et pourquoi? Parce que l'Algérie est comme l'Égypte, les deux pays arabes, à mon avis, qui sont potentiellement émergents. Ils en ont les capacités par la population en ce qui concerne l'Égypte, par la taille géographique et les ressources en ce qui concerne l'Algérie, l'un et l'autre par leur histoire, le FLN, la guerre de libération en Algérie, le nasserisme, pour ne pas remonter à Mohamed Ali, l'Égypte. Nous sommes deux pays qui auraient la capacité d'être émergents, à condition de rompre radicalement avec le néolibéralisme, à condition de s'engager dans une politique économique et sociale légitime pour les classes populaires, et donc d'avoir des gouvernements qui soient réellement populaires, qui aient une assise populaire réelle. Et cette menace, à mon avis, les Occidentaux l'ont toujours dans la tête. Nous sommes dangereux. Donc on est toujours visé. Donc on est toujours visé. L'autre pays qui gêne, et vous en avez parlé dans une de vos interventions, vous disiez les pays émergents, quoique vous n'appréciez pas ce terme, ça aurait pu être l'Égypte il y a très longtemps, et ça aurait pu être l'Iran aussi. Oui. Et comment se fait-il que l'Iran, en dépit de toutes les entraves,
essaye de s'en sortir? Bon, j'ai donné les 3 exemples des 3 pays. L'Iran, l'Égypte et la la Turquie. Turquie. 3 pays, à l'heure actuelle, chacun d'environ 80 millions d'habitants. 3 pays qui ont une certaine histoire, une assise historique. 3 pays qui ont commencé à vouloir se moderniser et devenir des acteurs, des acteurs dans la région et peut-être même à une échelle plus grande depuis longtemps. Mohamed Ali, pour ce qui concerne l'Égypte, depuis les Tanzimat et la rénovation, puis les jeunes Turcs, puis Atatürk en Turquie, depuis la révolution de 1907, c'est la première révolution dans le monde arabo-islamique, si on l'appelle arabe et islamique. Hein. Oui, arabe et islamique, parce que les Iraniens ne sont pas des Arabes, bien entendu, réellement démocratique. Et moderniste en même temps, puis les choses ambiguës, mais néanmoins modernistes des Pahlavi. Bon. Et pourtant, à l'heure actuelle, aucun des 3 pays n'est émergent. Il n'y a pas, dans aucun des 3 pays, nous n'avons de politique un peu cohérente, systématique, de mise en place d'un système productif, appelons-le national, cohérent, autonome, je ne dis pas sortant de la mondialisation pour aller dans la Lune, mais capable de devenir... Bon, nous avons les 3 pays ont la même absence de politique, c'est-à-dire que toutes les activités économiques que nous avons chez nous sont des activités de sous-traitants du système mondial. En particulier en ce qui concerne la Turquie, c'est de la sous-traitance de l'industrie allemande délocalisée. Fikret Bashkaya en a fait un très bel exposé hier dans notre colloque. En ce qui concerne l'Iran, en dépit de son conflit réel avec l'impérialisme, non pas parce qu'ils ont un régime islamiste, ce régime islamiste aurait très bien pu trouver un compromis et être admis en dépit de son caractère fort peu démocratique par beaucoup d'aspects, comme les autres, mais parce qu'il y a, et c'est là que s'articule le conflit, le petit conflit devenant grand, entre la volonté de l'Arabie saoudite et des pays du Golfe à pouvoir sunnite, entre guillemets également, puisque il y a quand même des minorités chiites importantes, même en Arabie saoudite, le Hassan notamment, la région pétrolière, le Bahreïn, etc. Et l'Iran chiite. Hein. Et ça, c'est un élément du conflit. L'autre élément du conflit, c'est cette fameuse question nucléaire. Vous savez que l'équipement nucléaire en Iran, c'est pas l'ayatollah Khomeini qui a commencé, c'est le Shah, hein, et bien avant. Et le pouvoir islamique n'a fait que continuer. C'est le droit, je dirais, c'est le droit de l'Iran, quel que soit son régime, qu'il nous soit sympathique ou pas, qu'il soit démocratique ou pas, qu'il soit islamiste ou pas islamiste. C'est le droit de l'Iran, comme une nation, de développer des industries, y compris nucléaires. Et moi, j'irais jusqu'à dire, même si ça paraît choquant, même jusqu'à un armement nucléaire. Alors, pourquoi il serait interdit aux pays de la région d'avoir un armement nucléaire alors qu'Israël a un armement nucléaire dont on n'a pas le droit de parler? Et on a permis aux 2 belligérants, le Pakistan et l'Inde, d'avoir le... Bon, parce que c'était 2 grands pays et qui n'ont pas pu, que les Occidentaux, les impérialistes n'ont pas pu faire autrement. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Permettez-moi, M. Emine, hier, M. Ouattara, dans votre intervention, enfin, ce matin, pardon, dans votre intervention, vous disiez que ce soit le BRICS, enfin, je résume, je prends un raccourci, que ce soit le BRICS ou les Occidentaux, leur façon d'investir est pratiquement la même. Ça porte atteinte aux pays où ils investissent. Oui, c'est-à-dire que mon opinion était de dire pour le moment, on n'a pas un autre modèle pour le développement dans la pratique que le modèle qui adopte la logique du capitalisme, ou la logique de la modernité capitaliste, qui entre en contradiction avec beaucoup de réalités et d'intérêts des peuples.
Je pense par exemple à l'Amérique latine. Je ne crois pas qu'on puisse tout à fait séparer ce qui s'est passé dans le monde arabe de ce qui s'est passé en Amérique latine. En Amérique latine, on est vraiment dans des nouveaux régimes politiques, certains régimes de type progressiste. Plus démocratiques sont... que ceux des années 70-80. Oui, c'est ça, qui est une réaction, bien sûr, contre les dictatures qui ont amené et imposé le néolibéralisme. Et donc, il y a un effort qui s'est fait et qui est extrêmement intéressant, mais qu'en général, on pourrait appeler plutôt post-néolibéral, mais pas post-capitaliste. Justement, M. Ouattara, si vous permettez, est-ce qu'on pourrait faire, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe dans le monde arabe? Il y a le printemps arabe, c'est des révolutions violentes, alors qu'en Amérique latine, c'est le mouvement inverse qui s'est déroulé. C'est surtout des manifestations contre le régime, des régimes qui sont tombés comme des fruits mûrs. Hein, je parle de l'Argentine ou du Chili et du Paraguay. Hein. Oui. Alors qu'actuellement, dans le monde arabe, ce sont des révolutions violentes. Oui, mais ça, je crois que ça dépend des circonstances dans lesquelles on se trouve. Je crois que s'il y avait autant de pétrole en Amérique latine que dans le monde arabe, peut-être que ce serait encore plus violent. Je sais bien qu'évidemment, le Venezuela ensuite, est un producteur. Violence. Au moins en Tunisie, en Égypte. J'ai toujours l'esprit, le livre d'Alain Touraine, Les sociétés dépendantes en Amérique latine. Bon, non, oui, quand vous dites violente, les manifestations en Tunisie, en Égypte, c'était des manifestations grandioses, mais tout à fait pacifistes. Oui, tout à fait pacifiques. Oui. Ouais. Monsieur Amin, si vous voulez, on revient un peu sur l'aspect économique. Et là, j'ai écrit une question tout à fait universitaire, didactique. J'avais lu votre livre, Le développement inégal. Il a été publié, je crois, en 1973. Oui. 40 ans après, en 2013, est-ce qu'il y a eu une différence? Il y a toujours une différence. 40 ans avant, qu'est-ce 40 ans après, par rapport? Beaucoup de choses ont changé. Mais les idées fondamentales que j'ai proposées dans ce livre, à mon avis, elles restent correctes. C'est-à-dire que le développement du capitalisme historique, le capitalisme réellement existant, pas le capitalisme imaginaire de la théorie conventionnelle qu'on enseigne dans les universités, dite de l'économie de marché. Le capitalisme réellement existant s'est construit sur le contraste produit, reproduit, approfondi entre les centres dominants, on peut les appeler impérialistes. Lénine a dit l'impérialisme stade ultime du capitalisme. Moi, je dis l'impérialisme stade permanent du capitalisme. C'est-à-dire que dans le capitalisme historique, depuis la conquête des Amériques et la construction des Amériques comme dépendance du capitalisme mercantiliste naissant, jusqu'à l'impérialisme de l'époque de Lénine, de la première vague de monopole, jusqu'à l'impérialisme actuel, il reste fondé. Alors ça, cette idée fondamentale sur le capitalisme réellement existant ne permet pas le rattrapage, mais au contraire accuse dans des formes renouvelées la différenciation et la subordination des périphéries au centre restent valables. Mais évidemment, les formes de rapport diffèrent. Justement, on vient, je crois, vers la fin de cette intéressante rencontre. Je voudrais, si vous voulez, revenir un peu au Maghreb, pour vous poser 2-3 questions. Hein, par exemple, sur l'intégration maghrébine. Les 5 pays du Maghreb, enfin l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, sont allés, chacun de son côté, conclure un accord d'association avec l'Union européenne. Apparemment, tous les trois vont se faire, sinon ils se sont fait rouler dans la farine. Oui. Vous voyez, tant que des pays d'une région acceptent individuellement les logiques de la mondialisation néolibérale, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de terrain pour leur rapprochement et éventuellement la constitution d'une certaine unité régionale. Alors si le Maroc est néolibéral, l'Algérie néolibérale, la Tunisie néolibérale, la Mauritanie néolibérale et la Libye néolibérale, il n'y a pas de place pour une union maghrébine. J'en dirais autant
d'une union plus large arabe. Tous ces pays, dans le moment actuel et depuis 20, 30 ou 40, 20, 30 ans, disons, ont accepté, pour des raisons diverses, se sont soumis au néolibéralisme. Donc on est toujours dans la logique de l'impérialisme. Oui, et de la même façon pour l'Union africaine. Oui, aussi en Amérique latine. Alors, s'il y a un embryon qui avance de rapprochement entre certains pays de l'Amérique latine, c'est précisément ceux qui ont amorcé leur sortie du néolibéralisme. Oui. L'ALBA réunit qui François Houtard est mieux placé pour moi de le dire. Je vais vous poser la question tous les deux. Quelles sont les alternatives aujourd'hui, autant pour l'Amérique latine et autant pour l'Afrique et également pour le monde arabe et le Maghreb? Mais je crois que, comme le disait Samir, la sortie du néolibéralisme est une exigence fondamentale. Et on voit que, justement, une expérience comme celle de l'ALBA, c'est-à-dire cette intégration de notre Amérique, intégration bolivarienne, donc en référence à Bolivar, qui a été menée surtout par le Venezuela et Cuba, précisément sort de cette logique. Parce que la base de la coopération n'est pas la compétitivité entre les différentes économies, mais la complémentarité et la solidarité. Et elle s'étend également non seulement à des domaines économiques, mais à des domaines sociaux, comme par exemple tout l'effort qui a été fait pour guérir les gens des maladies des yeux. Plus de 3 millions de gens ont été guéris avec la technologie médicale cubaine et le financement vénézuélien. Mais il y a aussi Télésource sur le plan de la culture, des communications, etc. C'est un ensemble. Évidemment, c'est un ensemble qui réunit précisément des pays qui essayent de sortir du néolibéralisme, mais qui n'intègrent pas évidemment des pays comme le Mexique, comme la Colombie, comme le Chili, qui restent néolibéraux, et que les États-Unis utilisent maintenant dans de nouvelles types, un nouveau type d'intégration vers l'Asie. N'oubliez pas que les grandes multinationales, les fruitières sont toujours en Amérique latine. Ah oui, mais bien, ça, évidemment. Et ce que François Houtard dit de l'Amérique latine, on peut le transférer sans problème au monde arabe, à l'Afrique et à d'autres régions du monde. C'est-à-dire la sortie ou l'amorce de sortie du néolibéralisme est la précondition pour créer des conditions de rapprochement possible et significatif au niveau régional, à l'un quelconque des niveaux régionaux, que ce soit maghrébin, arabe, africain, etc. C'est la condition, c'est le préalable. Engagé dans cette voie, alors on peut commencer à penser un projet souverain, des projets souverains. Ouais. Les projets souverains sont nécessairement d'abord nationaux, parce que le cadre politique de l'État-nation... Oui, mais bon, avant d'aller jusque-là, c'est d'abord à ce niveau. Des projets souverains qui... Je reprends les revendications du mouvement en Égypte, parce qu'elles s'inscrivent parfaitement. Une politique économique digne de ce nom, qui permette un développement au bénéfice des classes populaires et non fondé sur leur paupérisation, une démocratisation de la société et une affirmation de l'indépendance, de l'autonomie nationale dans le cadre régional et mondial. Et peut-on l'appliquer à tous les pays arabes ? C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde, et pas seulement les pays arabes. C'est valable, à mon avis, pour n'importe quel pays, disons de la périphérie, du Grand Sud. Hein. Absolument. Bon, voilà. Mais les Latino-Américains nous ont donné une très bonne leçon dont nous devrions apprendre beaucoup. Monsieur Houtard, lorsque vous n'aviez pas fini de répondre à la question tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé sur l'histoire des regroupements, et je prends l'exemple du BRICS, ils avaient le projet d'avoir une monnaie commune, mais étant donné que c'est tombé à l'eau, parce que les intérêts différaient. Et le BRICS ne représente pas un regroupement viable. Tous les intérêts des États qui forment ce regroupement vont dans tous les sens. Comment percevez-vous l'avenir de ces regroupements régionaux ? Mais je crois que les regroupements régionaux n'ont véritablement un avenir, c'est-à-dire d'entrer dans une ère post-néolibérale et post-capitaliste, qu'à condition précisément d'affirmer cette volonté. S'il s'agit simplement de regrouper certaines forces qui éventuellement
peuvent avoir l'avantage de créer un monde plus polyvalent. Polycentrique. Oui, c'est ça. C'est bien. Mais ça reste toujours dans la même logique, c'est-à-dire ce sont des luttes internes au système capitaliste pour des hégémonies qui ne changent pas la règle fondamentale du système. Justement, est-ce que l'altermondialisme est une alternative à tout cela? Et tout dépend de ce qu'on entend par altermondialisme. Hein. L'idée, c'est précisément, l'idée fondamentale, c'est de dire non au type de mondialisation que l'on a aujourd'hui, qui est la mondialisation capitaliste. Si on peut extrapoler, c'est un peu comme le monde de l'INTIC, c'est comme des logiciels libres. C'est comme des logiciels libres, ce qu'a fait Google. Oui, bon, qui n'appartiennent pas pour ma part, multinationales. je ne disputerai pas sur les mots. L'expression d'altermondialiste ne me plaît pas beaucoup parce qu'elle est trop vague. Hein. Oui, c'est ça. Un autre monde, on peut imaginer d'autres mondes, même pire que celui dans lequel nous vivons, hein, est possible. C'est une très grosse banalité. Quel autre monde nous voulons? C'est ça qui est important. Oui. Est-ce que cet autre monde viendrait des relations sud-sud? Les relations, à condition que les sociétés, ou que certaines, ou que beaucoup de sociétés du Sud fassent quelques pas en avant, dans les trois directions, c'est-à-dire des pas en avant dans prendre des distances à l'égard des politiques néolibérales et s'engager dans des politiques de développement, j'emploierai mon vieux terme, autocentré, au bénéfice des classes populaires, au bénéfice de tout le monde, hein, dont les classes populaires. Deuxièmement, s'engagent dans des processus, c'est des processus historiques très longs. On n'invente pas la démocratie, on n'a pas la démocratie parce qu'on a on a accepté des élections, on a fait des élections multipartites, même si elles ne sont pas super falsifiées. Démocratisation de la société et affirmation de l'autonomie. Et là, la dimension historique, culturelle rentre. L'autonomie, ce n'est pas l'autonomie des États et des classes dirigeantes de ces États, c'est l'autonomie des nations, devenir des partenaires réels dans le façonnement du monde de demain. Messieurs, merci de nous avoir fait l'amitié de venir sur notre plateau. J'espère que nos téléspectateurs auront eu plaisir à décortiquer avec nous ces points que nous avons abordés. Merci, à bientôt. Merci, merci. Merci bien.